Bienvenue dans cette dernière vidéo où nous allons parler de l'empreinte environnementale des cryptoactifs et des blockchains, mais aussi de leur utilité pour la transition écologique. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de participer au quiz qui suivra la vidéo pour tenter de gagner mon livre Vers une finance durable aux éditions Arnaud Franel. Nous verrons d'abord le principe de fonctionnement des blockchains et en particulier du Bitcoin, avant de parler de l'impact environnemental des cryptoactifs, et enfin nous verrons l'utilité des blockchains pour la transition écologique. Commençons par le principe de fonctionnement des blockchains. L'histoire du Bitcoin débute lors de la crise financière de 2008. Un certain Satoshi Nakamoto publie un livre blanc qui pose les bases d'un système de paiement électronique sans intermédiaire financier et sans besoin de tiers de confiance. La brique technologique rendant possible cette promesse est une blockchain qui est un système de traçage des transactions. L'intégrité de la blockchain est garantie par des calculs cryptographiques réalisés par des mineurs et vérifiables par tout un chacun. Dans sa conception, la masse monétaire du Bitcoin ne peut dépasser un peu plus de 21 millions de Bitcoins. La création de Bitcoin est entièrement planifiée. Le premier Bitcoin a été créé en 2009 et le rythme de création de nouveaux Bitcoins est divisé par 2 tous les 4 ans. On parle de halving. En 2017, le Bitcoin a atteint un pic, ATH, all-time high, à 20 000 $, ce qui a motivé les investisseurs et soutenu l'écosystème des mineurs. En 2025, 20 millions de bitcoins étaient en circulation et le cours annuel moyen a été d'environ 100 000 $ et un maximum historique a été atteint en octobre 2025 à 126 000 $. On notera que le rythme de création des bitcoins ne dépend pas du prix de marché et que la création de bitcoin prendra fin en 2140. Ce ne sera pas nécessairement la fin du réseau puisqu'il sera techniquement toujours possible de réaliser des transactions. Les calculs nécessaires à la blockchain du Bitcoin sont énergivores. Voyons pourquoi. Au préalable, présentons d'abord le principe d'une fonction de hachage. Il s'agit d'une fonction mathématique qui transforme un texte en entrée en une chaîne de caractères de longueur fixe en sortie. Ce résultat est appelé alternativement hash, signature, empreinte ou encore condensat. La fonction de hachage est conçue pour qu'il ne soit pas possible de deviner le texte en entrée à partir du condensat. Par exemple, Dupont-T et Dupont-D ont des condensats totalement différents alors qu'ils n'ont qu'une seule lettre de différent. Ces fonctions de hachage, comme la fonction SHA-256, sont par exemple utilisées pour l'identification sur des sites Internet. Au lieu de comparer directement un mot de passe renseigné par l'utilisateur et un mot de passe qui serait stocké sur le serveur, le site compare le condensat du mot de passe calculé par le navigateur web avec le condensat stocké sur le serveur. Ainsi, le piratage du site web ne permet pas aux pirates de retrouver les mots de passe. En résumé, une fonction de hachage est un processus déterministe de génération de pseudonymes non inversibles. Les transactions en Bitcoin sont regroupées par blocs. Chaque bloc contient les transactions initiées dans les 10 dernières minutes. Par exemple, le bloc 947 680 contient 7167 transactions et a pour condensat une chaîne de 64 caractères commençant par 19 zéros. Le bloc suivant contient pour sa part 6855 transactions. Pour rattacher de façon sécurisée ce nouveau bloc à la blockchain existante, les mineurs ont été mis en concurrence pour trouver le plus rapidement possible un numéro appelé nonce pour Number Used Once, tel que le condensat du bloc commence par 19 zéros. Ce problème mathématique n'a jamais de solution simple et nécessite de tester un grand nombre de possibilités, ce qui est énergivore. D'autant plus que les mineurs, qui représentent une communauté d'environ 1 million de personnes, font tous le même type de calcul en même temps. Le nombre de calculs de hachage a quintuplé entre 2022 et 2025, passant de 200 à 1000 milliards de calculs de hachage par seconde. On parle de 1000 hexacalculs. Le principe de validation d'un nouveau bloc que nous venons de voir dans le cas du Bitcoin est dit un système de preuve de travail.
Si 5 mineurs A, B, C, D et E tentent de valider un nouveau bloc, le mineur ayant la plus grande puissance de calcul, A par exemple, a plus de chances de trouver en premier une solution. La sélection se fait donc sur la puissance de calcul. Un potentiel pirate devrait dépenser une quantité dissuasive d'énergie pour prendre le contrôle de la blockchain. On parle d'attaque 51%. Pour d'autres cryptoactifs, la validation d'un nouveau bloc est basée sur d'autres méthodes, par exemple la preuve d'enjeu. Dans ce cas, les validateurs sont sélectionnés de manière pseudo-aléatoire, pondérée par la quantité de pièces qu'ils mettent en jeu. Cela permet de diminuer le nombre de calculs nécessaires et le temps de validation des transactions. Si un potentiel pirate propose un bloc frauduleux, alors sa mise peut être confisquée, on parle de slashing, ce qui peut être dissuasif dans la mesure où il existe un nombre minimum de pièces à mettre en jeu. Ethereum est le deuxième cryptoactif en capitalisation, environ 300 milliards de dollars début mai 2026 contre 1600 milliards de dollars pour le Bitcoin. Ethereum utilisait une preuve de travail puis a basculé sur une preuve d'enjeu en septembre 2022. Il faut mettre en jeu aujourd'hui au minimum 32 pièces, soit environ 32 fois 2300 dollars, c'est-à-dire 74 000 dollars à fin 2025. Il existe d'autres mécanismes de consensus, par exemple, c'est-à-dire de validation de la blockchain, par exemple la proof of history utilisée par la blockchain Solana, ou encore la proof of useful work utilisée par la blockchain Flux, ainsi que la preuve d'autorité. Terminons cette partie avec les trois paramètres principaux qui caractérisent une blockchain: la décentralisation, la scalabilité et la sécurité. Chaque blockchain est un compromis entre ces trois paramètres. La décentralisation est l'essence même des cryptoactifs qui ont été créés en réaction à un monde de la finance jugé trop centralisé. Toutefois, les mécanismes de consensus peuvent favoriser des rapprochements entre mineurs pour augmenter l'espérance des récompenses de minage. La scalabilité reflète la capacité de la blockchain à fonctionner pour un grand nombre d'utilisateurs, potentiellement avec des contraintes de temps réel. La blockchain du Bitcoin compte parmi les plus lentes, avec seulement 5 à 8 transactions par seconde et un temps de validation d'une transaction allant de 10 à 60 minutes en fonction des frais de transaction consentis par les utilisateurs. La blockchain Ethereum est plus rapide, avec environ 20 transactions par seconde, ce qui ouvre des possibilités d'applications décentralisées. D'autres blockchains sont plus rapides encore, comme Solana, avec environ 800 transactions par seconde. La sécurité, enfin, est essentielle et repose sur le coût dissuasif d'une cyberattaque, soit en termes de coût énergétique pour les mécanismes de consensus à base de preuves de travail, soit en termes de coût financier pour les mécanismes de consensus à base de preuves d'enjeu. Ainsi, Bitcoin apparaît sécurisé mais peu scalable, avec un risque de centralisation. Ethereum présente un compromis relativement équilibré entre sécurité, scalabilité et décentralisation. Et enfin, Solana, sur lequel nous reviendrons, offre une scalabilité qui est plus grande que Bitcoin et Ethereum. Passons à l'impact environnemental des cryptoactifs. La consommation électrique du réseau Bitcoin ne peut être mesurée directement du fait de la décentralisation des mineurs. Des estimations sont donc nécessaires. L'Université de Cambridge a développé une méthodologie basée notamment sur le taux de hachage vu précédemment et la performance du matériel informatique, en supposant que les mineurs sont des agents économiques rationnels qui n'utilisent que du matériel informatique rentable par rapport au prix de marché du Bitcoin et aux commissions de transaction. Ainsi, la consommation électrique annuelle du réseau Bitcoin est passée de 55 à 180 TWh en ordre de grandeur entre 2019 et 2025, soit une progression de 22% par an en moyenne. Ce niveau est souvent comparé à la consommation en électricité de certains pays comme la Suède ou la Pologne. La consommation du seul réseau Bitcoin est comparable à l'ensemble des 5 grandes plateformes numériques mondiales, à savoir les GAFAM pour Google, Alphabet, Apple, Facebook, Meta, Amazon et Microsoft. Les services des GAFAM sont très utilisés, par exemple 3,6 milliards d'abonnés actifs à Facebook, Instagram, WhatsApp à la fin 2025, soit 40% de la population mondiale, tandis que l'adoption du Bitcoin reste plus limitée à ce stade,
avec environ 560 millions de personnes qui en posséderaient en 2025, soit 7% de la population mondiale. Les émissions de gaz à effet de serre dues au réseau Bitcoin s'élèvent à environ 90 millions de tonnes en 2025, en progression également de 22% par an en moyenne depuis 2019. Le facteur d'émission du réseau Bitcoin s'élève à environ 500 grammes de CO2 par kilowattheure, ce qui est très élevé et qui se rapproche du facteur d'émission d'une centrale au charbon. Cela est dû à la localisation géographique des mineurs, principalement dans certains États des États-Unis ou dans certains pays comme le Kazakhstan, où le kilowattheure est très carboné. En comparaison, les GAFAM ont émis environ 62 millions de tonnes de CO2 en 2025 selon la méthode de comptabilité dite location-based, ce qui correspond à environ 350 grammes de CO2 par kilowattheure, qui correspond au facteur d'émission moyen du réseau électrique aux États-Unis. Selon la méthode alternative dite market-based, qui tient compte des accords de fourniture d'électricité renouvelable et les fameux contrats PPA, les émissions des GAFAM se sont élevées à 6 millions de tonnes de CO2 en 2025, soit environ 33 grammes de CO2 par kilowattheure, ce qui correspond au facteur d'émission du réseau électrique français qui est très peu carboné. Mais comment les transactions de cryptoactifs se comparent-elles avec les transactions monétaires classiques? En ordre de grandeur, une transaction de Bitcoin provoque l'émission d'environ 571 kg en 2025. C'est sans comparaison avec les transactions financières classiques par virement, carte bancaire ou espèces qui n'émettent que quelques grammes de CO2 par transaction. Toutefois, il ne faudrait pas faire d'amalgame et condamner trop vite l'ensemble des cryptoactifs. Prenons l'exemple d'Ethereum. Avant septembre 2022, Ethereum fonctionnait selon le principe de la preuve de travail, de façon analogue au Bitcoin. Une transaction en Ethereum provoquait alors l'émission de 52 grammes de CO2. Après septembre 2022, le passage à la preuve d'enjeu a permis de réduire drastiquement cette empreinte qui est passée à 3 grammes par transaction environ et qui est devenue comparable à une transaction par carte bancaire ou virement bancaire. L'empreinte environnementale ne se limite pas à l'empreinte carbone. Les cryptoactifs et en particulier le Bitcoin nécessitent l'utilisation d'équipements informatiques de pointe. Du fait de la compétition entre mineurs de Bitcoin, ceux-ci renouvellent très fréquemment leur équipement de calcul, qui ne dure que 1,3 ans d'après une étude réalisée en 2021 par la Banque centrale des Pays-Bas. Selon cette étude, les déchets électroniques du réseau Bitcoin s'élevaient à environ 31 000 tonnes en 2020, soit l'équivalent d'environ 100 millions de smartphones. Essayons d'estimer la quantité de déchets électroniques générés par les mineurs de Bitcoin en 2025. Un premier proxy est basé sur le nombre de transactions par seconde, qui est passé de 3,5 à 5 par seconde en ordre de grandeur, soit une progression de plus 50%. Un deuxième proxy tient compte que les calculs de hachage sont de plus en plus complexes et que le nombre de calculs par seconde a été multiplié par 8 entre 2020 et 2025. Le deuxième proxy est sans doute meilleur et il est appuyé par la croissance du prix du Bitcoin x 10 sur la période, qui incite toujours plus de personnes à miner du Bitcoin. Toutefois, par simplification, on ne prend pas en compte ici les progrès d'efficacité du calcul du matériel informatique. On obtient ainsi une fourchette allant de 50 à 250 000 tonnes de déchets électroniques en 2025, soit équivalent à 150 à 800 millions de smartphones, ce qui revient à jeter environ la moitié des nouveaux smartphones vendus dans le monde en une année, en ordre de grandeur. Passons à l'utilité de la blockchain pour la transition écologique. Selon les Nations Unies, l'impact environnemental négatif du Bitcoin et la volatilité des cours des cryptoactifs ont été très largement relayés par les médias. Pour autant, les Nations Unies soulignent que les technologies sous-jacentes de blockchain pourraient être très utiles à la transition écologique. Voyons 3 exemples. Un premier exemple est celui de l'infrastructure européenne de services blockchain, EBSI. Cette structure numérique, cette infrastructure numérique vise à améliorer la traçabilité des marchandises et des matières premières. À chaque objet physique correspond
un jumeau numérique. Et tout ce qui arrive à l'objet physique est répliqué et enregistré sur le jumeau numérique. L'infrastructure EBSI sert de socle à un projet de passeport européen pour les batteries de véhicules électriques. Les fabricants de batteries européens pourront récupérer des informations environnementales fiables, en particulier sur l'origine du lithium, grâce à l'obtention d'un certificat d'exploitation minière responsable. L'obligation du passeport numérique européen pour les batteries entre en vigueur le 18 février 2027 en application du règlement européen 2023-1542. Un deuxième exemple est celui des blockchains utilisés pour certifier l'origine de l'électricité consommée. Pendant les Jeux olympiques de 2024, les sites sportifs étaient alimentés en électricité renouvelable produite par 6 parcs éoliens et 2 parcs photovoltaïques. Généralement, les abonnements à une offre d'électricité renouvelable reposent sur des garanties d'origine qui garantissent que la consommation d'un kilowattheure sera couverte par la production d'un kilowattheure renouvelable avec un décalage temporel inférieur à un mois. Dans le cas des Jeux olympiques, EDF a utilisé une blockchain qui garantit une concomitance horaire entre la production renouvelable et la consommation. Le projet Trakelec d'EDF s'est appuyé sur les technologies de la fondation Énergie Web, qui permet d'autres applications comme la revente directe d'électricité renouvelable entre particuliers. Un troisième exemple concerne l'utilisation des blockchains pour l'agriculture. Dès 2018, l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture a souligné l'intérêt des blockchains pour l'amélioration de la traçabilité des produits agricoles et le développement d'une agriculture responsable. De nombreuses initiatives ont eu lieu depuis. Ainsi, en 2024 a eu lieu le lancement de la plateforme Agridex basée sur la blockchain Solana. Cette plateforme met en relation l'ensemble des parties prenantes et permet la contractualisation électronique via des contrats intelligents. L'ensemble des informations contractuelles et des documents de traçabilité sont synthétisés dans un jeton unique non fongible, NFT. Les règlements utilisent pour la plupart l'USDC, qui est un jeton numérique à parité égale avec le dollar, ce qui élimine les frais de change. Agridex permet de réduire les frais de transaction de moitié environ, ce qui abaisse le prix d'achat d'une tonne de cacao d'environ 5%, pour prendre un exemple concret. À ce jour, Agridex a permis de réaliser 65 millions de dollars de transactions, ce qui est très marginal par rapport au marché total des produits agricoles situé à environ 1600 milliards de dollars pour les matières premières et à 2700 milliards de dollars sur un périmètre plus large, incluant notamment les intrants agricoles. Mais c'est un début encourageant par rapport à d'autres projets de blockchain durable qui n'ont pas encore d'impact tangible. Terminons avec une réflexion sur la refonte de la valeur permise par les blockchains. L'Institut Louis Bachelier a publié en 2021 un livre blanc qui suggère que les biens de consommation sont pour la plupart fongibles, c'est-à-dire interchangeables, et que cela déresponsabilise les consommateurs qui sont déconnectés des impacts de la surconsommation. L'Institut suggère de représenter chaque actif par un jeton numérique, un token, qui permettrait de rendre non fongibles des actifs fongibles. Avec les blockchains, la valeur s'échange selon de nouvelles formes d'organisation, plus distribuées et plus responsables d'un point de vue écologique et social. En conclusion, les cryptoactifs ont mauvaise réputation du fait de la consommation électrique du réseau Bitcoin et de la volatilité des cours. Pourtant, les altcoins, c'est-à-dire les cryptoactifs autres que le Bitcoin, sont plutôt sobres d'un point de vue énergétique. De plus et surtout, les technologies sous-jacentes de blockchain sont très utiles pour améliorer la mesure, la déclaration et la vérification des chaînes logistiques, en particulier pour améliorer la traçabilité des matières premières et des biens matériels, mais aussi pour garantir l'origine de l'énergie. De façon plus systémique, les blockchains permettent une refonte de la valeur. Le progrès économique du XXe siècle a été de rendre fongibles des produits non fongibles via la mondialisation de l'économie. Le progrès du XXIe siècle sera peut-être de rendre non fongibles des actifs fongibles et de rétablir la vraie valeur des choses grâce aux blockchains.